on va juste faire un petit test comme ça. Je te demandais de mettre tes mains comme ça. D'accord? Et tu vas imaginer progressivement que cette main-là va être attirée par celle-là, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui... presque un aimant dans cette main-là, et puis que l'autre était comme attiré dans cette direction. On suscite souvent l'imaginaire au début de l'hypnose. Souvent, je vais faire un test comme ça j'arrive à savoir tout de suite si une personne est capable de mobiliser son imaginaire ou si elle se pose des questions dessus. Il y a plein de méthodes pour observer ça. Il y a des personnes, par exemple, ça commence, elles arrêtent. Voilà, c'est un indice très intéressant sur leur mental. Ça veut dire qu'elles sont capables de se laisser aller, mais dès que ça leur échappe, elles veulent reprendre le contrôle. On n'hypnotisera pas quelqu'un qui fait ça de la même façon. Là, chez toi, il y a un mouvement assez progressif, c'est intéressant. Il y a des gens chez qui ça s'accélère, il y a des gens chez qui ça ralentit. Il y a des personnes qui regardent leurs mains pour faire ça et d'autres qui regardent ailleurs. La première chose qu'on apprend à faire en hypnose, c'est d'observer toutes ces réactions-là, parce qu'elles nous disent beaucoup de choses sur le fonctionnement de quelqu'un. Toutes les hésitations sont intéressantes. Par exemple, quand je lui ai demandé de mettre ses mains comme ça, il a un peu hésité avant de le faire. C'est hyper intéressant pour moi aussi d'observer ça. En fait, je prends de l'information sur son fonctionnement. Au fond, que la main s'approche ne m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux déduire de la manière dont il le vit. Parce que chacun d'entre vous aurait réagi un peu différemment à cette proposition-là. Certains auraient déjà les mains qui se touchent, d'autres regarderaient les mains un peu étrangement, certains auraient fermé les yeux, certains auraient même fui la scène en fermant les yeux et puis en étant un peu sur le côté, parce que c'est bizarre de voir quelque chose qui se crée comme ça. Ce que je vais te proposer, c'est de fermer les yeux. Et je vais te demander maintenant d'imaginer que ta main gauche va fuir la main droite. Et là encore, c'est très intéressant d'observer comment ça se passe. Est-ce que par exemple ça va être une réaction linéaire dans un sens? Est-ce que ça va être une réaction plus créative en partant dans une autre direction? Est-ce que l'idée de fuir va avoir plus d'importance pour lui que l'idée de s'approcher? Ça permet d'avoir là aussi beaucoup de déductions sur l'état d'esprit d'une personne. On fait toujours plein de petits tests comme ça, celui-là est assez visible, mais l'idée en hypnose, c'est d'essayer de comprendre comment l'autre organise sa réalité, pour savoir quelles suggestions vont passer ou ne pas passer. Là, par exemple, je peux en déduire une chose, c'est que si je mets une négation dans une suggestion, vous allez voir ce qui se passe. J'aimerais que la main gauche n'aille pas plus vite. Et j'aimerais que tu ne te concentres pas sur la rapidité de la main droite. C'est très étrange comme suggestion. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit ça? Est-ce qu'on doit constater que la main droite est rapide alors qu'elle ne l'était pas? C'est un drôle de présupposer que la main droite était rapide alors qu'elle stagnait. Mais on voit comment là aussi l'imaginaire de l'autre réagit. En fait, on essaie d'établir la carte du monde de l'autre. Comment il se représente les choses, comment il pense, comment il fonctionne. Et quand on observe, à force, on voit plein de choses sur ces réactions-là, là aussi. Il y a des gens, par exemple, qui sont très réactifs aux propositions qu'on leur fait. D'autres se mettent en opposition aux propositions qu'on leur fait. C'est une des premières choses souvent qu'on observe avec les gens qu'on reçoit. Est-ce qu'ils suivent ce qu'on leur dit ou est-ce qu'ils réagissent à l'inverse? Ça, c'est une question d'état d'esprit. Il y en a ici sans doute qui réagiraient plutôt à l'inverse, même avec beaucoup de bonne volonté, c'est même pas de la résistance consciente. Il y a des gens à qui on dit « regarde dans cette direction-là », ils ont envie de regarder dans l'autre spontanément. Ce qui est une sorte d'esprit de contradiction ou de volonté de contrôle, encore une fois. Et puis d'autres qui vont le faire plus volontairement, plus facilement. Maintenant, j'ai demandé à ton inconscient de commencer à être encore plus présent dans la main gauche. Et on donne des directions comme ça, puis au bout d'un moment, en hypnose, on commence à faire des suggestions qui vont être assez difficiles à analyser pour le conscient. J'aimerais que tu ne penses pas à la manière dont la main gauche réagit au mouvement de la main droite, quand le mouvement commence à changer. Là, je vous le mets en valeur, mais j'ai fait des phrases un peu absurdes tout à l'heure quand tu étais là. Pourquoi? Parce que je veux dépotentialiser le conscient. Je veux que le conscient ne cherche plus trop à analyser. En faisant ça, j'abaisse la défense du conscient parce qu'il est soit il est perturbé par la phrase un peu bizarre, et il essaie de l'analyser, donc il reste à ce niveau-là, soit il lâche prise en se disant « j'ai plus besoin de comprendre ». Et vous savez, quand on commence à rentrer dans l'inconscient, on n'a plus besoin de comprendre. Une rêverie, on n'a pas besoin de la comprendre. Un rêve, on n'a pas besoin de le comprendre. Mais dans l'un ou l'autre des cas, je suis arrivé à quelque chose d'intéressant. J'aimerais que tu n'imagines pas que quand la sensation d'hypnose va remonter jusqu'au visage, ça va te donner envie de sourire. Et que tu ne penses pas qu'au moment où je vais appuyer sur ton épaule, ce sourire va se transformer en rire. Maintenant que je sais comment il fonctionne, je sais exactement quelle suggestion faire pour le faire réagir. Au fond, est-ce que je l'ai rendu plus suggestible ou est-ce que je me suis adapté à sa propre suggestibilité? Sans doute un peu des deux. Milton Erickson, dont je parlais tout à l'heure, avait une technique pour rendre les gens suggestibles
il créait du oui, de l'acceptation. Il disait que des choses au début d'une séance qui étaient forcément vérifiables pour l'autre. Tes mains bougent. Ta tête est à peu près stable. Le pouce parfois bouge plus vite que les autres doigts. Et une main est partie sur le côté. Qu'est-ce qui se passe quand je dis des évidences comme ça? Il pense oui. Pas forcément, il ne dit pas forcément oui à chaque fois, mais c'est une série d'acceptations que je suis en train de créer. Et étonnamment, une main va se mettre à se refermer. Le fait d'avoir créé une série d'acceptations fait qu'il va plus facilement accepter la suggestion d'après. On modèle progressivement l'acceptation de la personne, on le rend de plus en plus disponible à ce qui est accepté. Et quand cette main va se refermer, tu auras vraiment la sensation que ton inconscient sera complètement présent dans les doigts et la main, et que c'est lui qui va contrôler les muscles des doigts et de la main. Et ça sera très étrange de ressentir ça dans cette main gauche. Même si cette main gauche est étonnamment à droite par rapport à la main droite qui est plus à gauche. En même temps, tu sais que chez les gauchers, c'est normal que la main gauche soit à droite. Mais le poing est fermé. Le poing est très très fermé de chaque doigt différemment. Pareil, c'est bizarre comme phrase. Alors là, j'explique, donc je perds un peu du potentiel de la suggestion, mais une phrase comme ça, qu'est-ce qu'on peut penser en tant que sujet d'une expérience? Pourquoi chaque doigt est serré différemment? Et du coup, on les resserre encore. C'est presque instinctif de réagir comme ça. Donc, ce sont des pièges mentaux à chaque fois. Chaque phrase a pour but de créer une réaction précise et un petit peu anticipée. Évidemment, plus j'ai le temps d'observer quelqu'un, plus ça sera juste. Si je n'ai pas le temps d'observer quelqu'un, je peux faire des suggestions qui ne lui conviennent pas. Mais si elles ne lui conviennent pas, je prends quand même de l'information, puis au bout d'un moment, j'essaie d'adapter, en quelque sorte. Au début, on lance des idées comme ça, puis on voit ce qui se passe. Et je te demandais, avec la conscience, d'essayer d'ouvrir la main gauche, alors que ton inconscient la contrôle. Et c'est très étrange d'essayer de faire un mouvement quand l'inconscient le bloque. C'est très étrange parce que tout d'un coup, on se retrouve à être d'un côté à vouloir faire quelque chose, alors que l'autre côté crée autre chose. Et il y a une constante dans ces cas-là. Notre inconscient, quand il fait quelque chose, il peut très bien nous empêcher d'aller contre lui. Parce que quand notre inconscient mobilise quelque chose, il y met sans doute beaucoup plus d'énergie que nous. C'est très intéressant, ça veut dire que si notre inconscient était persuadé de quelque chose de bon pour nous, il le défendrait même quand la conscience se trompe. Et ça serait très intéressant de penser ça. Maintenant, parfois, il y a besoin de s'allier à son inconscient pour aller dans le même sens que lui, ou peut-être pour lui apprendre quelque chose différemment. Parfois, on peut faire confiance en notre inconscient, et puis parfois, on peut l'aider à penser les choses différemment. À un moment donné, dans la main droite cette fois, il va y avoir une sensation d'anesthésie. Comme si les sensations de la main, du poignet et du bras commençaient à se dissiper, commençaient à se résorber. Comme si l'information ne circulait plus vraiment. Tu sais, comme quand on a dormi dans une mauvaise position et puis qu'on se réveille et que sans doute que le sang n'a pas bien circulé dans la main et qu'on ne ressent plus très bien les doigts et la main. Et alors à ce moment-là, le bras, la main, deviennent comme quelque chose d'extérieur, comme si c'était presque un objet qui était là rattaché au corps, comme s'il n'y avait plus du tout de sensations, comme si toutes ces sensations étaient tellement lointaines qu'il ne restait qu'un vague écho des sensations qui pourraient exister d'habitude, comme si la main et le bras étaient endormis sensoriellement, jusqu'au bout des doigts, le poignet et le bras. Alors évidemment, on peut faire ça pour des douleurs quelquefois, quand en tout cas ça ne contredit pas un diagnostic ou quelque chose comme ça, ou pour des gens qui ont des douleurs chroniques, inexplicables ou des choses comme ça. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de percevoir donc, que les mots peuvent créer une réaction aussi précise que ça. D'un côté, quelque chose qu'on n'arrive plus à contrôler. De l'autre côté, une absence de sensation. Je vais par exemple te pincer un petit peu le bras comme ça et j'aimerais que tu perçoives que c'est comme quelque chose qui existe très très loin. Comme si c'était une vague impression tellement lointaine, tellement lointaine, que tu sais, c'est à peine comme s'il y avait quelque chose à ce niveau-là, ou là, jusqu'à avoir la sensation que quelque chose en toi est en train d'apprendre à moduler l'information des sensations. On peut augmenter une sensation, une hyperesthésie, on peut baisser une sensation, une anesthésie. Et j'aimerais maintenant que ton inconscient augmente les sensations du bras. Ça va repasser par des sensations normales dans quelques instants, et la peau va commencer à devenir plus sensible, étonnamment plus sensible. Comme si toutes les sensations étaient décuplées, comme si elles devenaient plus précises, comme si on pouvait zoomer sur les sensations pour ressentir chaque nuance, chaque perception de ces sensations-là. Comme si elles devenaient terriblement présentes. Le poids déjà de cette chemise sur la peau peut devenir beaucoup plus ressenti que d'habitude. Comme s'il était plus fort, comme si la matière était ressentie dans tous ses détails, comme une hypersensibilité, comme si ce sens du ressenti était décuplé au niveau du bras et de la main, qu'un simple contact soit déjà assez étrange. Comme si
il était analysé d'une façon bien plus poussée, bien plus détaillée. Et puis progressivement, les sensations dans les mains vont redevenir un peu plus naturelles. Lentement, à ton rythme, tu vas te les réapproprier. Dans la main gauche, en te la réappropriant, tu vas pouvoir à nouveau l'ouvrir tout doucement, la desserrer. Et avoir la sensation que la conscience revient dans la main, dans les doigts, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles, avoir la sensation que chaque muscle redevient un peu plus conscient. Et dans l'autre main, que les sensations du corps redeviennent un peu plus normales et ordinaires. C'était où? Ah, c'était là, je crois. C'était là. Non, c'est un interrupteur. Ce qu'on appelle du conditionnement. C'est amusant. Assez, oui. C'est plutôt... Comment tu as ressenti ce qui s'est passé dans ces expériences? J'ai senti la frontière entre le conscient et l'inconscient quand tu m'as demandé de fermer la main et puis de l'ouvrir. Voilà, il y avait deux informations contradictoires et finalement, c'est l'envie qui prend le dessus, c'est pas le raisonnement, quoi. Oui, c'est une bonne définition. Ce que tu dis est très juste, c'est le fait de sentir la frontière entre le conscient et l'inconscient, parce que c'est une expérience, je trouve, qui est très importante, qui est très riche. C'est parce qu'une fois qu'on a senti cette frontière-là, on pourrait presque la localiser mentalement et savoir comment passer d'un côté ou de l'autre et sentir qu'en fait, cette frontière, elle existe que par habitude, mais qu'une fois qu'on la traverse régulièrement, elle n'existe plus vraiment et on peut passer de l'un à l'autre, on peut l'ouvrir en tout cas, et commencer à jouer avec ça. Sur l'hypersensibilité ou l'insensibilité, comment c'était? C'était particulièrement flagrant dans les sensations sur la surface de la peau. Effectivement, j'ai d'un coup ressenti l'air l'air ambiant. Quand tu as suggéré que j'étais hypersensible, oui, l'humidité, l'air, le poil de la chemise. Enfin, du coup, la perception a changé. Ouais. Vraiment. On peut vraiment décupler les sensations. Là, j'ai commencé par l'anesthésie, ce n'était pas le but, parce que s'il y avait une douleur, on aurait pu travailler là-dessus, ça aurait été intéressant, c'est déjà arrivé dans des cabinets publics. Évidemment, on ne fait pas n'importe quoi avec ça, parce qu'une douleur, elle est là aussi pour informer quelque chose, mais quand une personne a une douleur et puis que, par exemple, elle prend des antidouleurs, on pourrait l'aider à simplement déjà gérer sa douleur. Peut-être qu'elle pourrait se libérer, au moins partiellement, de quelque chose comme ça. Et puis il y a plein de gens qui ont des douleurs sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, des douleurs fantômes, des douleurs inexplicables, des douleurs qu'on dit somatiques. Les gens disent c'est dans votre esprit, oui mais j'ai mal quand même. Et là on peut travailler sur des douleurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, c'est intéressant. Et cette partie-là, l'hypnose est connue, vous avez peut-être même entendu parler de l'anesthésie dans certains hôpitaux qui se fait sous hypnose, c'est très intéressant aussi. C'est passionnant parce que c'est quand même quelque chose de très concret et voilà, c'est assez marquant. Ce qu'on connaît moins, c'est l'inverse, c'est l'hyperesthésie, quelque chose de tout aussi fascinant à explorer. L'hyperesthésie, c'est un accroissement de la sensorialité. On peut le faire sur le visuel, on peut le faire sur l'auditif aussi, c'est passionnant. En fait, ça part d'une idée toute simple, c'est qu'on collecte bien plus d'informations que ce dont on a conscience par habitude. On a un tri sélectif de l'information et ce que nos sens captent est bien plus précis et poussé que ce qui arrive à notre conscience. Un exemple flagrant, parce que ça on pourrait tous s'amuser à le vivre, peut-être que certains l'ont déjà vécu, l'olfactif par exemple dans notre société est un sens très sous-développé. Et pourtant on est capable de reconnaître énormément d'odeurs, de ressentir énormément d'odeurs. Il suffit que quelqu'un passe quelques heures à travailler, je sais pas, fasse un petit stage d'œnologie, travaille sur les parfums et les odeurs, pour s'apercevoir qu'après, juste après quelques heures, il sent les gens très différemment, il sent l'odeur des émotions, il sent tout ça, parce qu'on sent une émotion, c'est juste qu'on n'en prend pas conscience. Quand quelqu'un est stressé, ça a une odeur particulière, quand quelqu'un est triste, ça a une odeur particulière. Les yeux fermés, on sait ressentir ça au fond. Mais comme on ne l'a jamais fait, parce qu'on est très appuyé sur le visuel, qui est un sens bien plus maîtrisé, on n'a pas appris à conscientiser qu'on savait aussi percevoir ça. Même si je pense qu'on l'a tous senti plein de fois, parce qu'autour de nous, on sent parfois ça. Alors on dit que c'est notre intuition, mais je crois simplement que c'est une part de notre information sensorielle qui nous échappe, mais qui est quand même stockée par notre inconscient, qui est quand même analysée par notre cerveau.
Et on peut s'y reconnecter. Mais c'est hyper intéressant sur le corps. Si on devenait hypersensible quelquefois, ça serait hyper intéressant. Ça ramènerait, évidemment, pour l'exploration du plaisir de manière générale, du gustatif, de l'olfactif, du contact, etc. C'est hyper intéressant. Mais aussi pour le rapport au corps. Les gens dissociés, quelquefois, ont besoin d'explorer leurs sensations. Et ça les ramène dans la sensorialité, ça les ramène dans le fait d'être connectés à eux-mêmes. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer autour de ça. Alors, juste pour terminer, et c'est là qu'on va refaire un jeu qui ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Cette fois, tu vas le faire d'une autre façon, c'est-à-dire que la tête va rester réveillée, mais le corps va repartir sous hypnose. Tu as vraiment l'impression que tu sais comme s'il y avait c'est comme s'il y avait une marée comme ça, et la marée, elle pourrait être très, très haute, mais elle peut être un peu plus basse, et la tête peut être au-dessus, quelque part, de cet inconscient. Ce qui fait que l'état d'hypnose, il va commencer dans l'épaule. S'il y a un truc qui se passe par là, il peut se passer des choses encore, mais il va redescendre dans le bras. Le rire remonte quelquefois jusqu'à là, mais il se forme plus bas. Et à un moment donné, je vais prendre cette main et tu vas juste imaginer qu'elle redevient complètement inconsciente. Ce qui fait que quand elle se referme comme ça, clac, ce mouvement, il est verrouillé par l'inconscient. Et même cet emplacement du bras, il est verrouillé par l'inconscient. Tu vas vraiment avoir la sensation que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était complètement verrouillé par l'inconscient. Comme ça, très bien. J'aimerais juste que quelqu'un fasse un petit test. Est-ce que tu peux te lever une petite seconde? Je vais demander d'appuyer progressivement, sans lui faire mal, hein, évidemment, et je vais demander à l'inconscient de verrouiller au maximum le bras et tu vas appuyer de plus en plus fort. Vas-y progressivement, mais y a un peu plus de force. Vas-y à fond maintenant. Normalement, les muscles-là sont moins performants que ceux-là. Enfin, que ceux que tu actives là. Tu vas arrêter tout doucement, voilà, comme ça maintenant. On va refaire l'expérience un peu différemment. J'ai demandé à l'inconscient de déverrouiller l'épaule, de déverrouiller le coude, de déverrouiller la main. Il va juste rester un tout petit peu de trace d'hypnose dans la main, mais tout le reste du bras se réveille. Et cette fois, c'est consciemment que tu vas tenir. Cette fois, il y a juste le conscient là, là, là et là. Et j'aimerais que tu appuies progressivement. C'est intéressant, hein? Ça ne donne pas tout à fait la même réaction. Merci beaucoup. Pourtant, là, je pense que l'énergie était un peu moins forte. Je sais pas ce que... Oui, beaucoup moins. Oui, beaucoup moins. Tu peux récupérer maintenant la main et le bras. Là aussi, vous voyez, c'est super intéressant parce qu'une fois qu'on a créé l'état d'hypnose et qu'on le recrée un peu différemment... Merci. Monsieur est un comédien, évidemment. Il y en a toujours qui m'écrivent des mails après en disant « mais les gens, vous les connaissez » et tout ça. Non, ça arrive qu'on se croise quelquefois quand les gens sont déjà venus à des cabinets publics, mais sinon, non. Mais surtout, on peut expérimenter comme ça que notre inconscient est capable de créer des choses qu'on aurait du mal à créer consciemment. C'est-à-dire qu'on peut... alors, qu'est-ce qui se passe là? On pourrait sans doute expliquer qu'il y a des fibres musculaires qui s'activent différemment quand on est sous hypnose, qu'il y a certains types de concentration qui, de toute façon, nous permettent d'aller plus loin que dans notre capacité à mobiliser notre énergie habituelle, chose qu'un sportif finit par développer, hein, évidemment, mais que quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un mouvement ne développe pas consciemment comme ça. Peut-être que s'il y avait une urgence, si, parce que dans l'urgence, on aura un réflexe comme ça qui viendrait nous... dans une urgence, on va peut-être tout simplement libérer quelque chose en nous qui va nous permettre d'être que dans la réaction, purement la réaction, et c'est déjà une réaction inconsciente. Mais sinon, on observe quelque chose comme ça. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est un symbole de plein d'autres choses qui arrivent sous hypnose. La suggestion ne fait pas qu'activer quelque chose qu'on pourrait activer consciemment, elle active aussi des choses qui nous échappent consciemment. Ça, c'est un symbole, mais on pourrait activer plein d'autres choses comme ça. C'est-à-dire que on pourrait faire par exemple le même rapport avec la concentration. Je pourrais te demander de te concentrer consciemment, ça serait juste moins facilement mesurable, et je pourrais demander à ton inconscient de te concentrer, et tu aurais une qualité de concentration bien plus forte. On pourrait travailler là-dessus sur la créativité, demander à l'inconscient de développer la créativité. Il y aurait une créativité bien plus pure que celle que le conscient saurait mobiliser. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on s'habitue à ça, il suffit de penser à une ressource pour la déclencher à un niveau inconscient et qu'elle soit là. C'est-à-dire que quand cette frontière entre conscient et inconscient, on arrive à la dompter, eh ben on arrive à un moment donné, juste par une décision, à enclencher la réaction inconsciente. Et on peut à ce moment-là moduler à peu près toutes nos perceptions et toutes nos représentations. Parce que là, je l'ai fait en guidant, on peut tous se le faire nous-mêmes, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Il n'y a que chez lui qu'il y a quelque chose qui s'active, évidemment. On va faire une toute dernière expérience avec ça pour terminer. Je vais reprendre ta main, et on va imaginer qu'il y a un état d'hypnose dans la main. Je ne sais pas de quelle couleur tu l'imagines, je ne sais pas quelle texture il a, quel poids il a, quelle température il a, mais tu vas juste ressentir un truc. Si cet état d'hypnose se rapproche de toi, tu vas commencer à le ressentir, un peu comme si on se rapprochait d'une source de chaleur, tu sais, et que ça commence à irradier un peu. Et tu sais très bien, quelque part, ce qui peut se passer si la main touche le visage. L'état d'hypnose va comme plonger
à l'intérieur de toi, profondément, pour te laisser expérimenter l'état d'hypnose le plus profond que tu peux vivre là maintenant, et ressentir comment tout le corps plonge dans cette expérience. Comment tout le corps plonge dans cette expérience. Et l'état d'hypnose est présent dans la tête, mais tout doucement, il va libérer la tête, et la tête va se réveiller, mais l'état d'hypnose se condense dans le reste du corps, il s'amplifie encore dans le reste du corps. Et quand la tête se réveille, quand les yeux se réveillent, tout le reste du corps est encore sous hypnose. Et j'aimerais que tu regardes ta main, et tu lui demandes d'être légère. Et tu vas apprendre à mobiliser une intention précise dans cet état-là, qui crée du réel. Tu vas lui demander maintenant de s'anesthésier légèrement. Et avec cette main anesthésiée, tu vas venir toucher ton autre main pour ressentir cette sensation très étrange. Et j'aimerais que tu perçoives que si tu peux faire ça, qui en soi ne sert pas à grand-chose à part à tester, ton imagination pourrait penser à des milliers d'autres choses que tu pourrais faire dans cet état-là. C'est amusant, non? Oui, très. Et puis tu vas demander maintenant à ton inconscient de repartir pour que tu puisses te réapproprier tes mains et tes bras. Et récupérer complètement tout ça et tout l'usage du corps. C'est étonnant l'hypnose, non? Très. C'était comment de toucher ta main avec l'anesthésie? Bah, du coup, j'ai senti du froid là, et puis il y a beaucoup moins de sensations au bout des doigts. Oui. Ouais, tout simplement. Mm. Donc encore une fois, là c'est juste une, entre guillemets, une validation, une preuve, mais derrière il y a plein de choses qu'on peut aller explorer avec ça. Merci beaucoup en tout cas, merci à toi. Merci. J'espère que les jambes sont bien là. Merci beaucoup.